Dans les commentaires sous ma dernière vidéo, beaucoup de personnes ont jugé que mon portefeuille était bien trop exposé à la France et à l'Europe. Donc aujourd'hui, vu que c'est revenu pas mal de fois, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement pour répondre à ces interrogations, à ces commentaires que mon portefeuille était trop exposé à la France, à l'Europe. Est-ce que déjà c'est le cas? Est-ce que si c'est le cas, c'est un danger? On va voir tout ça en profondeur. Alors déjà, est-ce que investir en France est une erreur? Est-ce que on devrait uniquement s'exposer aux pays qui ont une plus forte croissance, éventuellement les États-Unis, éventuellement d'autres pays développés ou même les BRICS? On va répondre à tout ça. Mais avant de commencer, on va déjà voir mon portefeuille, l'analyser. J'ai fait spécialement une analyse sur la répartition géographique pour voir déjà si oui ou non je suis trop exposé à l'Europe, trop exposé à la France. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre directement sur le fichier de mon portefeuille, sauf que j'ai fait quelques petits changements. Donc ça, tu vois, c'est mon portefeuille que j'ai actualisé sans vraiment le côté évident au niveau de la géographie. Les couleurs, c'est par rapport au secteur, c'est pas par rapport à la géographie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une copie de ce portefeuille et cette fois-ci, j'ai mis en jaune la répartition géographique qui était hors de l'Europe et j'ai mis en bleu les sociétés ou ETF qui étaient investies en Europe. Donc là directement, ce que tu vois en bleu, eh bien, c'est effectivement les sociétés ou ETF en Europe. Et là, tu vois qu'il y a un ETF où il y a un petit peu de bleu. Voilà, ici, bon, c'est pas très représentatif. C'est parce qu'en fait, c'est dans le MSCI World Quality. C'est pas un ETF S&P 500, c'est un ETF World. Donc il y a certes un petit peu d'Europe dedans. Je suis allé voir et on est à environ 20% à peu près de la répartition géographique en Europe. Donc j'ai mis un petit dégradé avec un petit peu de bleu qui est censé représenter environ 20% du bloc pour montrer qu'il y a de l'Europe dedans. Donc on a tout ça, bon je ne vais pas te casser la tête à essayer d'estimer combien ça représente pour le camembert en pourcentage, je vais te l'afficher directement sur le diapo. Donc on est à une exposition à l'Europe à environ 36% en comptant les parties des ETF qui sont en Europe et toutes les sociétés que j'ai en direct qui sont européennes. Donc ça fait un peu plus d'un tiers. Maintenant, la deuxième question, c'est, on a la réponse pour l'Europe, mais combien, à quel point je suis exposé à la France et non pas juste à l'Europe? Donc cette fois-ci, j'ai fait un fichier identique, mais où ce qui est en bleu, c'est la France, et ce qui est en jaune, c'est pas la France, tout simplement. Donc on voit qu'il y a quand même une bonne partie qui est en France, hein. Quasiment toutes les sociétés de mon PEA, enfin en fait toutes sont basées en France. Et là, le petit dégradé bleu sur cette partie-là, c'est la partie de l'ETF MSCI Europe Momentum qui se situe en France. Donc on est environ à 20%. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite partie en bleu. Donc ça, c'est la partie France et elle représente cette fois-ci, je vais te l'afficher encore une fois, 26% environ, voilà, 26-27%. Donc c'est sûr que plus d'un quart, c'est quand même beaucoup. Et maintenant, une dernière nuance que j'aimerais apporter, c'est que, certes, ça, si on prend les sociétés qui sont cotées sur la bourse française, qui ont leur siège social en France, pour la plupart, il me semble que c'est le cas, on a ce graphique-là. Mais il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui, certes, sont basées en France, sont sur la bourse de Paris, sont cotées en France, mais exercent leur chiffre d'affaires dans plein d'autres pays. Par exemple, si je prends l'exemple de Vicat, c'est une société certes qui est française, mais elle est dans 12 pays, elle exerce plus de 2 tiers de son chiffre d'affaires hors France. Pareil pour Pujula, bon là c'est toujours en Europe, hein, mais on a plein d'autres pays où il y a du chiffre d'affaires. Veralia, on a aussi une activité en Amérique du Sud. Katana, les clients, ils sont pas du tout que de la France, hein, il y a plein de riches qui veulent acheter leur catamaran partout dans le monde, hein, des Américains, des Asiatiques, voilà, peu importe. Donc en gros, ce que j'ai laissé en bleu-bleu, c'est vraiment ce que j'appelle les sociétés franco-françaises, telles que M6, Moulinvest, Nexity, on a quand même très principalement l'activité qui se fait en France, le chiffre d'affaires qui se fait en France, mais les autres en bleu clair, c'est les sociétés françaises, mais qui ont
une partie plus ou moins importante du chiffre d'affaires qui n'est pas en France. Et dans ce cas-là, ça dilue un petit peu, car certes, Vicat c'est une société française, mais quand on a 2 tiers du chiffre d'affaires qui se fait pas en France, est-ce que c'est vraiment complètement corrélé à l'économie française? Beaucoup moins. Donc ça apporte une petite nuance à ce niveau-là. Mais cette fois-ci, j'ai pas pu estimer exactement du coup le pourcentage de sociétés qui sont réellement en France, puisque voilà, faudrait estimer pour chaque société le pourcentage qui se fait en France, etc. J'ai pas pris le temps de faire tout ça, mais du coup, on serait forcément à moins. Donc j'avais mis 25%, enfin 26-27%. Du coup, si on compte uniquement les sociétés ou la partie des sociétés qui s'exercent réellement en France, on serait sûrement plutôt dans les 15%, voilà, des estimations grossières que j'ai pu faire. Maintenant, du coup, la question c'est, est-ce que j'ai un biais Europe? Est-ce que le fait d'avoir 36% de ces investissements dans des sociétés cotées basées en Europe, c'est trop? La réponse, je ne te fais pas patienter trop longtemps, c'est oui. L'Europe, ça représente environ 15% de l'économie mondiale. Si on prend la capitalisation boursière de l'Europe, c'est plus ou moins voilà, la même chose, 16-17% de la capitalisation mondiale boursière. Donc oui, avoir plus du double, c'est clairement un biais. Ensuite, est-ce que j'ai un biais France? Bien là, dans ce cas-là, c'est encore plus exagéré car la France, ça représente environ 3% de l'économie mondiale, environ 3% de la capitalisation boursière mondiale. Et moi, j'ai pas 3%, j'ai 15 à 25%, donc exposé à la France, qui est beaucoup, beaucoup plus que la proportionnelle part de la France. Mais maintenant, on pourrait se poser la question, certes, il y a ce biais, voilà, c'est beaucoup plus important que voilà, si on prenait juste la capitalisation de l'Europe et de la France par rapport à la bourse mondiale, mais est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif? Directement, on serait tenté de se dire que oui, que c'est pas assez du coup diversifié, que c'est mal diversifié, mais j'aimerais t'apporter 4 arguments. Premièrement, forcément, ça c'est le plus important, c'est le PEA. Certes, j'ai plus que peut-être ce que devrait faire Monsieur Tout le Monde partout dans le monde, en Europe et en particulier en France, mais c'est vrai qu'il y a cette incitation du PEA. Sur le PEA, tu peux certes avoir des ETF synthétiques qui vont avoir les performances du S&P 500, etc., même si tu ne détiens pas réellement au départ des sociétés du S&P 500, mais bon, bref. Mais en tout cas, si tu veux avoir des actions individuelles, ce qui est la majorité de ma stratégie, tu es obligé que ce soit des sociétés européennes. Tu ne peux pas avoir du Coca-Cola ou du McDo sur ton PEA, donc forcément, ça incite à avoir plus d'Europe. Et sachant que moi sur mon PEA j'ai 100% des actions individuelles, j'ai pas d'ETF, donc oui ça m'a forcément incité. Et même si on part du principe que l'Europe ça va moins bien performer que les USA, la question c'est de combien. Alors c'est sûr que si les ETF USA ou les USA de manière générale font du 15% par an, alors que l'Europe va faire du 5% par an, même avec l'avantage fiscal de payer moins d'impôts et zéro impôt sur le dividende tant qu'on ne retire pas, ça ne vaut clairement pas le coup. Maintenant, si on a une différence beaucoup plus mince, imaginons de 1, éventuellement de 2% par an, en plus des USA ou d'autres pays par rapport à la France et l'Europe, dans ce cas-là, le fait de payer 2 fois moins d'impôts quasiment sur les gains, je pense que ça compense ce 1%, voire ce 2% de différence. Donc c'est un point à noter. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que, je vais te remettre mon portefeuille à l'écran, dans les sociétés que j'ai sur le PEA, donc françaises, c'est quasiment toutes des sociétés à fort dividende. Vicat, on est à plus de 5% de dividendes, M6 on a plus de 8% de dividendes, Nexity ils les ont coupés, mais je pense que dans 2-3 ans ça reviendra et ce sera un dividende très confortable. Après Verallia on est à 7% de dividendes, Katana c'est moins, ça doit être 2 environ, et Pujula et Moolinvest, voilà, c'est faible aussi, ça doit être à voilà, 1, 2, maximum 3. Donc ce qui est intéressant avec le PEA, je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est que tant que tu ne retires pas d'argent, que tu laisses ton argent investi sur ton PEA ou ton PEA PME, les dividendes, ils peuvent venir sans frais, sans impôts, à l'infini. Si tu reçois 10 000 euros de dividendes sur l'année, tu recevras 10 000 euros et non pas ne serait-ce que 9 999, tu reçois tout et tu dois payer des impôts sur tes gains que si tu retires. Donc tu peux laisser l'effet boule de neige se cumuler à l'infini tant que tu ne retires pas. Ça c'est vraiment excellent. Alors que si tu veux faire une stratégie de dividende sur ton compte titre avec une société US, tu vas payer 30% à chaque fois d'impôts sur les dividendes et ça freine énormément cet effet boule de neige. Donc voilà, c'est quand même un point à noter. Après bon, on va pas épiloguer sur le PEA. Deuxième argument, c'est potentiellement voilà, plus d'opportunités value. Car il y a clairement
moins d'analystes dans le monde qui vont regarder en détail les petites sociétés françaises, telles que voilà, Moulin de Vest, Poujoula, Katana, etc., si on compare aux grosses sociétés ou même aux plus petites sociétés, mais américaines, qui sont beaucoup plus regardées. Donc tu as plus de probabilité de trouver une société réellement sous-valorisée, une petite pépite, quand tu regardes le marché français que si tu regardes le marché américain. Ça, c'est certain, donc ça peut être un avantage. Je me rappelle même que dans une interview, William Higgins disait qu'il investissait beaucoup en France, car aux États-Unis, il penserait se faire écraser. Donc c'est assez dingue, mais c'est peut-être vrai, hein, car il y a beaucoup plus de concurrence, clairement, en termes d'investisseurs aux États-Unis, par exemple. Donc ça peut être un avantage. Troisième point, c'est aussi forcément une meilleure connaissance du marché. Quand on parle de Nexity, de M6, c'est des sociétés voilà, que j'imagine tu connais, on connaît déjà, car on a vécu pour en tout cas une partie des gens sur cette chaîne en France depuis toujours. Donc voilà, quand j'ai investi sur M6, j'ai pas eu à passer des heures, des heures, des heures à connaître la société. Je savais déjà bien ce qu'elle faisait. Donc voilà, c'est un petit bonus. En plus, aussi un bonus, c'est les rapports annuels qui sont parfois en français, etc. Ça permet de vraiment mieux saisir, mieux tout comprendre. Donc voilà, c'est un petit avantage de mieux connaître les sociétés, mieux connaître le marché français et son évolution, mieux connaître la réputation de la société, etc. Donc c'est toute chose égale par ailleurs, c'est toujours bien. Et quatrièmement, un point aussi, c'est que ça n'empêche pas une bonne performance. On peut prendre par exemple le fonds de William Higgins qui l'a prouvé, où il a fait, je vais aller sur Indépendance France, voilà, la performance, il a fait 13% en moyenne par an depuis 30 ans, en étant quasiment exclusivement en France. Là, on parle pas de son portefeuille Europe, on parle de son portefeuille France, Small and Mid. Donc il a le droit d'avoir un tout petit peu d'Europe dedans, mais c'est vraiment très majoritairement des actions françaises. Et pourtant, depuis 30 ans, il a réussi à faire son 13% par an. Alors que certes, le CAC Mid Small a fait 7%. Donc je te dis pas que c'est possible de faire une aussi grosse performance, mais même si dans les 10 ans à venir, l'Europe ou le CAC fait une performance moyenne, c'est pas dit, si tu fais du stock picking, que toi aussi tu auras une performance pourrie. Tu peux sélectionner, si tu es bon, si tu y arrives et si tu as aussi peut-être un peu de chance, les meilleurs de France qui vont bien performer. Faut prendre en compte que tu peux avoir une équipe, une maison de football qui est pas terrible. On prend l'équipe de Pologne, elle est forte sans être la meilleure d'Europe, mais peut-être que dans cette équipe, il y a un ou deux joueurs qui sont excellents. Et dans ce cas-là, si tu mises que sur les joueurs excellents d'un pays normal, eh bien ça peut clairement être plus performant. Donc voilà, c'était aussi un point. Mais du coup, je l'accorde totalement. C'est vrai que j'ai quand même une grosse exposition, même s'il y a des arguments qui supportent cette exposition à l'Europe et en particulier à la France. Du coup, mon point de vue là-dessus, je te le cache pas, c'est que effectivement, quand je pense à long terme, donc c'est pas dans 6 mois ou quoi, mais quand je pense d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je pense effectivement réduire tranquillement l'exposition à l'Europe et à la France à terme. Donc par quel moyen? Premièrement, le premier moyen c'est via les dépôts. Moi, il faut savoir que je n'injecte pas, je dépose pas de l'argent en bourse tous les mois. Je dépose de l'argent tous les ans. Donc voilà, tous les 1er janvier, je fais le bilan, etc. Et je décide combien je dépose. Voilà, que ce soit une grosse somme ou pas. Et ensuite, je ne touche à rien jusqu'au 1er janvier suivant. Or, exception, si on a une crise, une très forte baisse et que là je vais en profiter, là je vais casser la règle, mais tant qu'il se passe rien de fou, je respecte ça à faire les dépôts au début de chaque nouvelle année. Donc tout simplement, si je veux réduire un petit peu l'exposition de mon portefeuille à l'Europe, je compte pas le faire en vendant mes positions en Europe et en rachetant ailleurs, je compte simplement laisser comme c'est. Mais lorsque je ferai un dépôt, imaginons au 1er janvier prochain, eh bien je déposerai de l'argent plus sur, imaginons le compte ETF, par exemple, où il n'y a que 20% d'Europe, ou alors sur le compte sur des gyros où c'est USA, mais je favoriserai moins forcément le PEA, qui lui est totalement France. Ça, c'est un point qui, à long terme, changera cette exposition. Même si c'est que imaginons 2% par an, et bien au bout de 10 ans, ça fait quand même une grosse différence. Et deuxième point, c'est aussi simplement via l'évolution, la croissance ou décroissance organique du portefeuille. Si les commentaires disent vrai que l'Europe, ça va
pas croître, que ça va être pas fou sur les 5, les 10, les 15 prochaines années, ben en fait, ce qui est pas mal, c'est que naturellement, le PEA, il va rester au même niveau, il va baisser ou il va monter très peu, mais alors, peut-être que le portefeuille USA, lui, va bien monter, peut-être que le portefeuille ETF, qui est investi sur quasiment tout le monde entier, lui, va bien monter, et dans ce cas-là, vu qu'on va avoir un effet où les investissements non-Europe grossissent et les investissements Europe grossissent moins ou même se réduisent, eh bien ça va faire un équilibrage naturel de la proportion de l'Europe dans mon portefeuille. Donc je vais laisser cela se faire sans essayer d'intervenir pour garder le même pourcentage en Europe. Ça me va très bien que ça se réduise un petit peu. Donc c'est les deux points qui feront que effectivement à long terme je mettrai un petit peu moins sûrement sur l'Europe, la France, mais voilà, pas non plus énormément moins. Et j'aimerais finir avec une question, c'est que voilà, peut-être que toi, je ne sais pas si tu as ce biais aussi Europe-France qui est influencé par le PEA, ou peut-être que tu l'as plus que moi, peut-être que tu l'as moins que moi, voilà, c'est la question à se poser. Mini rappel, c'est que normalement, si tu devais être totalement impartial sur le pourcentage de la France et de l'Europe dans ton portefeuille, si tu respectes la part dans l'économie et dans la bourse, l'Europe, ça devrait représenter voilà, environ 16%, et la France 3%. Donc la question c'est est-ce que c'est le cas? Mais maintenant, es-tu aussi certain de ne pas avoir de biais USA? Car moi, on m'a certes reproché d'avoir un biais Europe-France, mais au moins je peux être satisfait de ne pas avoir de biais USA. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs en France ont par contre ce biais, non pas forcément Europe, même si certains l'ont, mais aussi USA. Un rappel simple, c'est que les USA, en termes de, pas d'économie mondiale, hein, si on parle de l'économie mondiale du PIB, ça représente seulement quelque chose comme 30% de l'économie, donc c'est assez faible, hein, c'est même pas un tiers. Mais si on parle juste de bourse, hein, de capitalisation boursière, ça représente 60% de la capitalisation boursière mondiale. Pas 100%, parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui ont juste un ETF S&P 500. Quand tu as un ETF S&P 500, alors certes, t'es lié avec l'économie mondiale puisque c'est que des multinationales qui font leur chiffre d'affaires, bien évidemment pas du tout qu'aux États-Unis, mais tu es quand même sur les sociétés qui sont uniquement cotées aux USA. Donc s'il y a une grosse crise aux USA, comme on a pu avoir en 2008, ou une énorme crise politique ou une guerre, forcément tes actions elles vont prendre cher plus que les actions qu'on peut avoir dans les BRICS, au Japon, en Europe, en Australie, etc. Donc moi, je trouve ça logique d'avoir une part très importante des USA dans son portefeuille, plus de 50%, 60%, voire même un peu plus, mais il ne faut pas oublier que ça représente entre guillemets que 60%. Donc c'est pas raisonnable selon moi non plus d'avoir 100% de son portefeuille aux USA. Avoir 70%, 60%, ça me paraît tout à fait raisonnable. Ensuite, voilà, peut-être 15% d'Europe, et puis peut-être 15% d'autres pays. Hein. Il n'y a pas non plus que l'Europe et les États-Unis sur la planète. Mais avoir 100% aux USA, pour moi, c'est totalement un biais. Donc j'aimerais faire ce rappel. Et au moins, moi, je suis assez content que mon portefeuille, au moins, n'ait pas ce biais USA. Je vais remettre le petit fichier où j'avais mis, attends, je vais le remettre, c'est celui-là, où il y avait la géographie entre l'Europe et la non-Europe. Il faut savoir que du coup, si j'ai 36% en Europe, j'ai 66% sur le reste du monde, sachant que j'ai un ETF sur les pays émergents, donc on enlève 5%, donc ça fait que j'ai en fait 60% à peu près, quasiment exactement, sur les USA. C'est précisément ce que ça représente en termes de capitalisation boursière mondiale. Donc pour moi au moins, si un point où je suis assez content, c'est que je suis bien équilibré par rapport aux USA et je ne suis pas du coup trop exposé aux USA. Je t'invite à te poser la question de est-ce que c'est ton cas également? Car je pense que la majorité des investisseurs ont trop aux USA. Maintenant, c'est terminé pour cette vidéo. Tu peux me dire en commentaire si tu as des biais, et c'est pas forcément totalement négatif d'en avoir. On peut avoir des arguments qui le justifient. Hein. Et avant de te laisser de terminer, je t'invite à rejoindre ma formation par email qui est 100% gratuite. Hein. Ça te coûtera juste 15 secondes de cliquer sur le premier lien en description et de rentrer ton email pour la recevoir. Où tu recevras sur les 7 prochains jours un email tous les jours qui va te donner mes meilleurs apprentissages de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris pour construire un portefeuille performant avec la stratégie spécifiquement value, donc acheter des sociétés
qui sont sous-évalués, qui sont pas chers. Donc si ça t'intéresse de voir ça, que tu es curieux, c'est 100% gratuit, alors reçois ça maintenant, c'est le premier lien en description. Allez, à très vite.